Et si la fin de l'étalon or en 1971 avait eu un impact direct sur le contenu de nos assiettes? Ça semble fou, hein? C'est une idée pour le moins audacieuse, et pourtant c'est précisément la théorie qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une théorie qui tisse un lien entre la politique monétaire mondiale et notre alimentation. Accrochez-vous, le voyage est assez surprenant. Alors, pour rentrer direct dans le vif du sujet, quel peut bien être le point commun entre de la crypto-monnaie et un bon steak? À première vue, absolument aucun, on est bien d'accord. Et pourtant, l'analyse qu'on explore suggère qu'il y a un lien profond et inattendu entre la dureté de notre monnaie et la qualité de ce qu'on mange. Pour bien piger cette idée, il faut partir du postulat de base qui est assez radical en soi. Comme le dit cette citation, l'argument est que pendant des millénaires, absolument partout sur la planète, l'alimentation humaine ne tournait pas autour des céréales ou des légumes. Non, le cœur du réacteur, c'était les graisses animales. Alors justement, à quoi ressemblait ce fameux régime originel ? Pour bien mesurer l'ampleur du changement, il faut d'abord se représenter ce point de départ, cette base alimentaire de nos ancêtres, telle que cette perspective la présente. L'idée est parfaitement résumée ici. Les plantes, les légumes, ce n'était pas le repas en soi, c'était juste le véhicule, le moyen de transport pour le vrai carburant, le gras animal. C'est une vision qui inverse complètement notre pyramide alimentaire moderne en fait. Bon, d'accord, si ce régime ancestral était la norme, qu'est-ce qui a bien pu tout chambouler ? Eh bien, la théorie pointe du doigt une date bien précise, un moment charnière où tout aurait basculé, 1971. Une décision économique, cette année-là, qui aurait eu des conséquences jusque dans nos cuisines. Et voilà le moment clé. Pendant des décennies, la valeur du dollar était attachée à une ressource physique, limitée, l'or. Et puis, en 1971, le président Nixon coupe ce lien. C'est fini. D'un coup, la monnaie mondiale n'est plus adossée à rien de tangible. C'est le début de ce qu'on appelle l'ère de la monnaie fiduciaire. Alors, c'est quoi ce truc, la monnaie fiduciaire? Pour faire simple, c'est de l'argent dont la valeur repose uniquement sur la confiance. La confiance qu'on accorde à l'État qui l'imprime. Il n'y a plus de stock d'or dans un coffre-fort pour la garantir. Et ce mot « confiance », il est absolument central pour comprendre la suite. D'accord, mais quel est le rapport entre la fin de l'étalon or et une escalope de dinde? C'est là que la théorie devient vraiment intéressante. Voyons un peu comment ce lien s'établirait. C'est un véritable effet domino. Étape 1, on détache l'argent de l'or. Du coup, étape 2, l'argent devient beaucoup plus facile à créer, à imprimer. Il y en a plus en circulation, donc il perd de sa valeur avec le temps. Et enfin, étape 3, la conséquence directe pour le commun des mortels, les aliments de qualité, ceux qui coûtent cher en temps et en énergie à produire, comme une bonne viande, deviennent un luxe de plus en plus inaccessible. Et c'est là que le parallèle devient saisissant. D'un côté, on a ce qui est difficile, ce qui est dur, l'or qu'il faut aller chercher dans la terre, le bétail qu'il faut élever. De l'autre, ce qui est facile, l'argent qu'on peut imprimer, et les céréales ou les aliments ultra transformés qu'on peut produire en masse à très bas coût. L'idée centrale est là. Une monnaie facile encouragerait une nourriture facile. Et cette nouvelle donne économique aurait logiquement tout changé. Selon cette thèse, ce n'est pas du tout un hasard si, après 1971, les recommandations officielles ont commencé à nous dire de manger moins de viande et plus de céréales. Ce serait en fait une nécessité économique. Il fallait promouvoir des aliments bon marché pour masquer le fait que la nourriture de qualité devenait, tout simplement trop chère pour beaucoup de monde. Mais alors, si on suit cette théorie jusqu'au bout, comment est-ce qu'on doit voir les maladies modernes comme l'obésité ou le diabète? Est-ce que c'est vraiment, comme on l'entend souvent, un problème de richesse? La réponse proposée ici va complètement à contre-courant. On l'entend tout le temps, n'est-ce pas? Nos problèmes de santé viendraient de l'abondance. On serait trop riche, on aurait trop de choix et on mangerait trop. La fameuse idée de la maladie de civilisation. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Cette théorie rejette cette explication en bloc. Pour elle, la vérité est bien plus brutale. Et la voici, sans détour. On n'est pas malade parce qu'on est trop riche, on est malade parce que le pouvoir d'achat s'est effondré, forçant une grande partie de la population à se contenter de déchets industriels bon marché. En clair, pour résumer l'idée, le problème ne serait donc pas la suralimentation volontaire, mais la malnutrition forcée. Ce ne serait pas un choix de gourmandise dans un monde d'abondance, mais plutôt un acte de survie économique dans un monde où la vraie nourriture de qualité est devenue un produit de luxe. Et cette analyse se termine sur une question assez vertigineuse, qui va bien au-delà de notre assiette. Si un argent bon marché produit une nourriture bon marché, que produit-il d'autre ? Notre architecture, notre culture, peut-être même nos relations. Qu'est-ce qui dans nos vies est aussi devenu bon marché à cause de la nature de notre monnaie ? La question reste ouverte.